Alors, la dernière fois, j'avais présenté donc la partie Spring Sécurité. Nous avons dit que, en fait, Spring Sécurité s'installe dans l'application sous forme d'un filtre. Et après, Spring Sécurité, c'est lui qui va se charger de gérer l'opération d'authentification des utilisateurs. C'est lui qui va vérifier les rôles, si l'utilisateur authentifié a bien le rôle pour exécuter une telle action ou pas. Globalement, tout ça, donc on a vu un peu le principe. Je vous rappelle juste en fait l'architecture si vous voulez voir un peu comment ça marche, parce qu'après nous allons rentrer un peu dans les détails. Alors généralement au niveau de l'authentification, comment ça se passe? Donc vous avez un client qui envoie une requête HTTP. Bien sûr, c'est un post à travers un formulaire d'authentification vers login, et après on va envoyer username et le mot de passe. Donc c'est deux informations qui sont envoyées dans le formulaire. Spring Security, généralement, le filtre Spring Security va intercepter la requête, et après, il va faire appel. En fait, Spring Security va faire appel à un filtre en interne qui s'appelle Authentication Filter. Bon, il n'y a pas de JWT parce que ça, on va le voir, c'est d'une manière générale. Donc je reprends. Donc le client HTTP envoie une requête HTTP, donc il va être intercepté par Spring Security pour l'authentification. Donc on va imaginer que l'utilisateur va saisir son username et son mot de passe. Et après, Spring Security lui-même va faire appel à un filtre interne qui s'appelle Authentication Filter. Alors en fait, Authentication Filter, c'est un filtre en quelque sorte qui définit deux méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle Attempt Authentication qui va s'exécuter généralement au moment où l'utilisateur va tenter de s'authentifier. Bon, généralement, au niveau de Attempt Authentication du filtre, c'est là où on va récupérer username. C'est là où Spring Security récupère le username, le mot de passe. Et après, il va retourner un objet de type Authentication dans lequel il va mettre ces informations, à savoir le username et le mot de passe. Et après, par la suite, le Spring Security va faire appel à une méthode qui se trouve dans une implémentation d'une interface que nous allons voir tout à l'heure qui s'appelle User Details. La méthode s'appelle Load User by Username. C'est-à-dire, en fait, cette méthode-là, il va recevoir le username de l'utilisateur, et après, c'est elle qui va se charger de charger l'utilisateur à partir de la source de données où se trouvent les utilisateurs, sachant username. Alors maintenant, ici, ça dépend de la stratégie que vous utilisez pour stocker les utilisateurs. Alors vous pouvez utiliser JDBC Authentication ou bien In-Memory Authentication. Par exemple, la dernière fois, on a utilisé In-Memory Authentication dans laquelle nous avons vu que les utilisateurs ils sont stockés en mémoire. Après, il y a une implémentation qui va se charger de chercher l'utilisateur sachant son username. Bon, ça peut être GDBC Authentication. Ça c'est pour la partie accès aux bases de données. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure au niveau de la config. En tout cas, la méthode load user by username généralement va chercher l'utilisateur. Alors souvent quand on va personnaliser, c'est-à-dire cette configuration, nous allons, à partir de cette implémentation nous-mêmes, on peut faire appel à notre couche service dans laquelle on va définir une méthode qu'on va appeler find user by username, et elle-même qui va faire appel, qui va envoyer une requête vers la base de données pour chercher l'utilisateur. On va chercher l'utilisateur, et en même temps, il va exécuter une autre requête pour chercher les rôles de cet utilisateur. Vous avez deux requêtes qui vont être exécutées. Donc on récupère le user et les rôles de l'utilisateur, et après on va retourner l'utilisateur et les rôles qui vont être retournés vers Spring Security Filter. Et après en quelque sorte l'utilisateur a saisi son username, son mot de passe. Spring Security a récupéré l'utilisateur et les rôles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un check du mot de passe. Il va vérifier est-ce que le mot de passe de l'utilisateur correspond bien au mot de passe qui a été saisi, c'est-à-dire le mot de passe qui se trouve dans la base de données, est-ce que ça correspond bien au mot de passe qui a été saisi. Alors là, j'ai expliqué la dernière fois que nous allons utiliser en quelque sorte un password encoder. Dans notre cas, nous avons utilisé
fait le bcrypt, password encoder. Et une fois que le mot de passe est bon, et en fait, juste après, si l'opération d'authentification se passe correctement, en fait, ce Spring Security Filter, ben, il va faire appel à une autre méthode qui se trouve dans Authentication Filter qui s'appelle Success Authentication. Alors, en fait, Success Authentication, généralement, c'est une méthode qui va créer la session. Comme quoi, ça y est, donc l'utilisateur est bien authentifié. Donc, il va charger la session de l'utilisateur. Et en même temps, ben, tout simplement, il va, dans la réponse HTTP, il va ajouter un header set cookie qui contient le session ID de l'utilisateur. Et ce cookie donc, va être envoyé vers le client. Donc, j'ai déjà expliqué la dernière fois que le numéro de la session de l'utilisateur est stocké dans ce forme de cookies. Et après, le navigateur, le browser, qu'est-ce qu'il fait? Il va enregistrer en fait, le session ID dans les cookies. Et après, voilà l'opération d'authentification. Alors ça, c'est en quelque sorte les détails, ce qui vont se passer par la suite en interne de Spring Security. Mais c'est très intéressant de comprendre les choses comme ça, parce que par la suite, on va nous-mêmes personnaliser la configuration, c'est-à-dire de Spring Security. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Oui. Ouais. Merci, voilà. Alors, maintenant, après, par la suite, une fois que l'utilisateur est authentifié, après, par la suite, à chaque fois que l'utilisateur demande une ressource, par exemple, le client va envoyer la requête pour demander, par exemple, /passion, hein, par exemple. Alors, en même temps, le navigateur, il envoie le session ID dans le header cookie. Alors, bien sûr, la même chose. Spring Security, pour chaque requête qu'il va recevoir, il va encore faire appel à un filtre qui s'appelle Authentication Filter, plutôt Authorization Filter. Vous voyez donc, en interne, il y a deux filtres. Il y a Authentication Filter. Donc, le filtre, il va intervenir au moment de l'authentification de l'utilisateur. Donc, c'est lui qui va se charger donc d'authentifier l'utilisateur avec ces deux méthodes, Attempt Authentication et l'autre c'est Successful Authentication. Et après, il y a un autre filtre qui est utilisé par Spring Security qui s'appelle Authorization Filter. Alors pourquoi? Parce que maintenant, l'utilisateur, quand il y a une requête qui vient avec le session ID, ça veut dire que l'utilisateur dispose déjà de numéro de session. Alors Spring Security, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à une méthode qui s'appelle du filter internal, qui se trouve dans Authorization Filter. C'est une méthode qui va s'exécuter, si vous voulez, pour chaque requête. Chaque requête qui est envoyée, la méthode de filter internal va s'exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en fait, c'est-à-dire cette méthode-là? Ben, il reçoit les deux objets request et response. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement consulter la session pour voir si la session est ouverte. S'il est ouverte, donc il va récupérer les informations sur la session, c'est-à-dire username et les rôles. Donc ça, c'est les données de la session. Et après, donc, il y a une méthode qui s'appelle Set Authentication, qui permet donc de charger l'utilisateur, bien sûr, dans le contexte de Spring Security. C'est-à-dire maintenant, Spring Security, il connaît en quelque sorte le contexte, c'est-à-dire il sait que voilà l'utilisateur tel, c'est lui qui est authentifié avec ses rôles, donc qui sont chargés dans la session. Alors maintenant, une fois qu'il charge la session, il va vérifier est-ce que le rôle de l'utilisateur lui donne autorisation d'accéder à cette ressource. Alors bien sûr, il va consulter la configuration que nous avons montrée la dernière fois. Et après, une fois qu'il est autorisé, c'est à ce moment-là que la requête est envoyée vers Dispatcher Servlet. Et après, bien sûr, Dispatcher Servlet, c'est lui qui va envoyer la requête vers le contrôleur, c'est Passion Controller. C'est là on va faire appel à la méthode, par exemple, Passion. Et la même chose, Passion Controller va faire appel à Passion Repository, dans laquelle qui va encore se connecter vers la base de données via Spring Data, GPA, Hibernate et JDBC. On récupère la liste des patients, on envoie la liste des patients, bien sûr, à Dispatcher Servlet. Et après, maintenant, s'il s'agit d'une approche du côté serveur, c'est que Dispatcher Servlet va encore faire appel au moteur de template qui est TeamLeaf pour générer le rendu HTML
Sinon, le résultat peut être envoyé au format en fait JSON donc au client. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez donc il y a deux éléments. Les deux éléments les plus importants dans Spring Security, c'est ce que je viens de vous montrer. Je vois le process qui se fait au moment de l'authentification. Et c'est quoi le processus qui se fait au moment de, c'est-à-dire l'autorisation. Je veux m'authentifier. Il y a un filtre qui s'appelle Authentication Filter. Mais une fois que je suis authentifié, chaque requête passe via un filtre qui s'appelle Authorization Filter. Alors tout ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment, parce que vous avez tout marche bien, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il y a ce mécanisme qui va fonctionner pour l'application. Est-ce que c'est clair? J'ai un peu de bruit. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Oui. parfait. Alors, donc voilà. Alors, une fois que nous avons fait donc cette introduction, donc je reviens. Bon, je reviens vers l'application que nous avons créée la dernière fois. Je sais pas, la dernière fois, on n'a pas fait la partie GDBC Authentication, non? Je me rappelle pas. Non, monsieur. Non. On n'a pas. Non, Donc, monsieur. on a travaillé avec In-Memory Authentication, c'est ça? Oui. Oui. Ouais, très bien. Voilà donc l'exemple d'application de la dernière fois. Bon, j'espère que je n'ai pas fait de modification. Je crois que c'est celui-là. Alors ici, il y a... Ok, application. Voilà, j'exécute l'application. Ok, autorisé. Alors donc une fois que l'application est démarrée, je vais accéder à l'application. Donc là en principe, donc pour accéder à l'application, donc nous devrions passer par une authentification. Nous avons créé deux utilisateurs, admin et user. Et si je suis admin, donc je suis authentifié. Donc nous avons montré comment spécifier en quelque sorte. Bon là j'ai changé juste un petit bouton là-bas pour montrer toujours la page active, mais tout à l'heure si vous voulez si vous voulez que je vous montre, donc je le ferai. Alors en tout cas donc ça c'est donc les opérations classiques. Alors maintenant tout allait bien, sauf que dans notre cas ici nous avons utilisé en fait un JDBC plutôt in-memory authentication. Alors je vais revenir sur en fait notre configuration Spring Security, voilà. Voilà, exactement. Alors ici donc nous avons utilisé in-memory authentication. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser JDBC authentication. Donc je mets ça en commentaire. Alors pour faire, en fait, pour utiliser donc JDBC Authentication, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en fait, les utilisateurs et les rôles en fait, sont stockés dans une base de données. On va aller vers la même base de données de l'application, ici. Pour le moment, je vais créer, je suppose que la base de données des utilisateurs est déjà créée dans l'application.
Notre base de données s'appelle, je ne me rappelle pas. Alors, la base de données s'appelle DB Patient. DB Patient. Et là, DB Patient. Alors, en fait, dans DB Patient, donc je vais créer. Alors, ces tables-là, je vais les supprimer parce que je les ai créées. Je vais les recréer. Alors, role users, users role, tout ça, c'est des choses qu'on va faire. Nous avons une seule table patient. On est bien d'accord? Dans notre base de données. Alors, je vais supprimer tout ça. Donc, ça veut dire que dans notre base de données, nous avons la table patient. Alors maintenant, pour stocker les utilisateurs, je vais créer trois tables. Bon, la première table. Alors, la première table, je vais l'appeler users, comme ça. Avec, alors, je vais utiliser donc, trois colonnes, si vous voulez. Donc les trois colonnes, donc voilà. Généralement, on va mettre 4 si vous voulez, voire 3. Et après, on va ajouter d'autres attributs. Alors, trois colonnes. Donc, j'ai besoin d'un champ username. Bon, je peux l'appeler comme je veux, qui est de type varchar, par exemple. La taille est 15. C'est la clé primaire. Ok, c'est la clé primaire. J'ai besoin du mot de passe, d'un champ password, de type varchar. Bon, il faut faire attention, il ne faut pas mettre 15-25. Si vous mettez 15, ça ne marchera pas. Pourquoi d'après vous? Après le crypte. Oui, attendez. Alors vraiment, je suis un peu perdu aujourd'hui. Mes écouteurs, ils sont là-bas, mais... Voilà, alors, vous répétez, c'est quoi la réponse? La taille des fonctions de hachage. Oui, exactement. Parce qu'en fait, comme le mot... Exact. Parce que comme le mot de passe va être haché, donc si votre mot de passe contient 8 caractères, mais quand il est haché, donc c'est beaucoup de caractères. Donc généralement, vous allez utiliser par exemple, alors vous mettez 255 maximum, mais en tout cas une centaine de caractères peut suffire. Alors ça c'est le mot de passe. Et après, j'ai un champ active ou bien enabled de type boolean. Voilà, alors ça c'est pour les utilisateurs. Donc je crée la table users. Je vais insérer quelques utilisateurs. Alors ici donc, j'ai un user 1 avec le mot de passe. Alors là, il va falloir l'encoder. Donc si vous mettez 1, 2, 3, 4. Mais là, si vous cherchez à l'encoder avec bcrypt, ici, je ne sais pas si vous avez cherché un petit peu. Non? Alors ici, donc il n'y a pas de bcrypt. Supposons si vous utilisez MD5 qui est déprécié, donc je vais juste vous le montrer. MD5, voilà. Et après, active égale à 1. J'ai un utilisateur admin avec 1, 2, 3, 4. Ici, je vais l'encoder avec MD5 toujours. Bah, c'est juste pour vous montrer, mais après, on va changer. 1. Alors, donc, j'ai créé deux utilisateurs. Alors, si vous voyez, donc, l'utilisateur, j'ai admin, j'ai user 1. Alors, ça, c'est le hash MD5. Mais comme je disais la dernière fois, c'est MD5, c'est à éviter. Après, je vais créer la table. La deuxième table, c'est les rôles. Alors, rôle, en fait, on a besoin juste de... on a besoin de... en principe, d'un seul champ, deux champs.
Alors, dans l'exemple que je vous ai montré dans le support, je crois qu'il y a une seule colonne. Bon, c'est-à-dire, vous pouvez garder une seule colonne, c'est-à-dire le rôle. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je ne vais pas me poser la question, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, et je ne me pose pas la question. Alors, donc je vais mettre une seule colonne. Bon, mais après, on peut mettre plusieurs. Donc, j'ai un seul champ rôle de type varchar, qui est la taille c'est 15. Et après, c'est la clé primaire. Après, vous pouvez ajouter d'autres champs. Mais en principe, il y a toujours des identifiants qui sont auto-increment et après, il y a le rôle. Mais pour le moment, je vais faire quelque chose de plus simple. Voilà. Alors maintenant, dans la table rôle, c'est là où on va stocker les rôles. Je vais insérer des rôles. J'ai un rôle user. J'ai un rôle admin. Bon, j'ai deux rôles que je vais ajouter. Donc, il y a admin et user. Et comme maintenant, un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut concerner plusieurs utilisateurs, donc je vais devoir créer une table d'association. Alors, cette table d'association, je vais l'appeler users roles avec deux colonnes. Alors, ces deux colonnes, donc il y a username qui est de type varchar 15, c'est la clé étrangère si vous voulez, et il y a le rôle. Varchar 15 toujours. Alors les deux colonnes ça représente la clé primaire. Donc je vais utiliser donc ici ça c'est primaire. En fait si vous voulez après je peux pour les mettre dans la même clé primaire. Donc c'est d'ailleurs si vous enregistrez comme ça. Alors là il n'y a pas de clé primaire donc ce que je vais faire donc je vais cocher les deux colonnes comme ça. Après, je vais lui dire, voilà, clé primaire. Alors ici, donc, vous avez, donc ça, c'est en fait la clé primaire de notre table. Alors, c'est une clé composée. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette table? Là, je vais dire que user 1 a le rôle user. J'ai le rôle, l'utilisateur admin a le rôle admin. Et je peux ajouter ce que je veux. J'ajoute encore l'utilisateur admin encore a également le rôle user. Globalement, cette table-là permet d'attribuer donc des rôles. En fait, voilà. Alors, vous voyez donc ici, je vois bien dans la table users role, je vois que admin a le rôle admin, il a le rôle user. Donc là, je peux attribuer les rôles aux utilisateurs. Ça, c'est côté base de données. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Alors, maintenant, côté application, nous allons faire quelque chose au niveau de l'application pour configurer notre système. Alors maintenant, je vais désactiver In-Memory Authentication, chose que j'ai déjà faite. Et après, je vais lui dire, cette fois-ci, authentication.gdbc authentication. Alors, quand vous dites GDBC Authentication, vous aurez besoin de spécifier d'abord dans quelle base de données où se trouvent les utilisateurs et les rôles. Pour cela, il faut spécifier data source. Et là, vous mettez le data source. Alors maintenant, du moment que les utilisateurs et les rôles se trouvent dans la même base de données de notre application, c'est-à-dire la base de données qui est configurée dans le fichier application.properties, celle-là, pour pouvoir utiliser le même data source, il suffit de déclarer ici un objet de type data source Java SQL JavaX, donc data source, et de faire un auto-wired. Alors ça veut dire que vous êtes en train de demander à Spring d'injecter le data source courant qui existe. Il y a un seul data source, donc c'est celui que vous allez utiliser. Et là, je peux l'utiliser ici. Alors maintenant,
je viens de lui indiquer comme quoi les utilisateurs se trouvent dans le même data source, la même base de données de l'application. Maintenant, il va falloir spécifier à Spring Security deux requêtes. Quelle est la requête qu'il va exécuter pour chercher l'utilisateur et son mot de passe à partir de la table, à partir de la base de données, et quelle est la requête qu'il va exécuter pour chercher les rôles de cet utilisateur. Alors pour cela, donc il y a en fait ici, donc vous allez ajouter username users by username query. Alors ici donc la méthode ici, la méthode de users by username query permet de spécifier la requête SQL. Alors ça c'est des SQL carrément. Donc je peux lui demander, une fois que je saisis username et le mot de passe, voilà la requête qu'il va exécuter pour chercher l'utilisateur. C'est select la colonne username, virgule password, virgule active from la table users where username égale point d'interrogation. Normalement, elle y est la requête qui devrait exécuter. Alors en fait, parce qu'en fait ma table, c'est bien la table qui contient les utilisateurs, c'est celle-là. C'est la table que j'ai ici. Vous voyez bien, donc il y a username, password, active. Alors le seul problème maintenant, c'est que, alors pour Spring Security, comment il va savoir que cette colonne username, ça représente bien username. Alors pour Spring Security, la colonne qui représente username, normalement, il devrait s'appeler principal. Et la colonne qui représente le mot de passe devrait s'appeler credentials. Alors c'est pour cela, si vous avez un nom qui est différent, ben, il faut utiliser as, c'est-à-dire username as principal. Alors principal, c'est-à-dire automatiquement Spring Security, il sait que cette colonne-là, ça représente bien username. Et le mot de passe as credentials. Alors c'est comme ça, il sait que cette colonne-là s'appelle password. Vous savez, dans votre base de données, vous pouvez l'appeler ici login ou je sais pas, mais quel que soit le nom que vous allez attribuer dans votre base de données, ici, il va falloir lui indiquer comme quoi cette colonne-là, ça représente le principal. Et cette colonne-là, ça représente le mot de passe. Active, donc, pour lui, donc la troisième colonne, il doit juste être soit 1 ou 2. Le nom de la colonne n'est pas important. En fait, c'est active, la colonne, si vous voulez. Devrait s'appeler active. C'est comme ça que c'est fait. Alors, from users, where username égale point d'interrogation. Alors, bien sûr, point d'interrogation, c'est-à-dire égale le même username qui a été saisi par l'utilisateur. Alors, la deuxième requête, c'est authorities by username query. Ici, la même chose. Pour récupérer les rôles de cet utilisateur, il devrait exécuter la colonne select username, as principal, virgule role, as role. La même chose. Ici, la colonne role devrait s'appeler role. C'est-à-dire, si vous l'aviez appelé autrement, il faut ajouter as role. Ici, du moment qu'on l'a appelé role, donc vous n'êtes pas obligé d'ajouter as parce qu'en fait, il porte déjà le même nom. Mais en principe, ça c'est juste pour le signaler. Donc, je vais récupérer donc username, role, from la table users underscore roles. C'est la table d'association. Where, la même chose, username égale point d'interrogation. Donc, ici, la colonne sur laquelle je suis en train de chercher users et roles. Voilà. Il y a bien la colonne username, roles. Donc ça, maintenant, cette requête-là va lui permettre de récupérer les utilisateurs et les rôles. Et presque nous avons donc fini. Il suffit donc de dire, quand il va comparer le mot de passe, ben, il faudrait lui dire c'est quoi le password encoder qu'on va utiliser. Alors, password encoder, maintenant, je sais que dans ma base de données, j'ai utilisé MD5.
Donc normalement ici, il faut utiliser new MD5 password encoder. Mais le seul problème, c'est que Spring a supprimé MD5 password encoder depuis les dernières versions. Si vous voulez l'ajouter, il y a moyen de l'ajouter, il n'y a pas de problème, mais c'est comme je disais, donc c'est pas bien, c'est déprécié. Alors c'est pour cela, on va utiliser ici, on va utiliser password encoder que nous avons ici, c'est-à-dire bcrypt. Je vous rappelle que la méthode password encoder permet de retourner, en fait, password encoder permet donc de retourner un objet de type bcrypt password encoder. Alors, seul problème maintenant, c'est qu'il va falloir qu'au niveau de la base de données, que le mot de passe devrait être haché également en bcrypt. Alors, comment on va faire? Donc, ici, j'ai le mot de passe 1, 2, 3, 4. J'affiche si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai affiché son hash. Ben, je le prends, je vais le mettre dans la valeur correspondante. Alors, si vous avez fait ça, c'est que vous venez de basculer. Donc, au lieu de in-memory authentication, nous sommes en train d'utiliser GDBC authentication. Alors, je vais redémarrer l'application et on va tester. Alors maintenant, bien sûr, au début, ça ne va pas marcher. Alors, si je tente d'accéder à l'application, je dois passer par l'authentification. Alors, normalement, j'ai redémarré, ça veut dire que normalement, la session est fermée. La dernière fois, j'ai ajouté des choses. Ouais. Voilà. Alors, si vous dites admin 1, 2, 3, 4, bon, ça ne va pas marcher. Ben, vous voyez, donc il vous dit bad credentials, c'est-à-dire le mot de passe n'est pas bon. Alors, pourquoi il n'est pas bon? Bon, ça, vous savez pourquoi. Parce que, en fait, moi, j'ai utilisé ici, je lui demande d'utiliser bcrypt. Et au niveau de la base de données, je l'ai encodé en MD5. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder ma console. Et je vois bien ici le hash qui est généré. Elle est là. Copier. Ça, c'est pour 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Encode 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bcrypt. Et je vais revenir vers la base de données. Et je vais, en fait, lui dire pour le moment. Bon, ça, je le fais maintenant manuellement, mais après, bon, ça devrait se faire au niveau de l'application. Tout ça, si vous voulez, c'est une étape. Parce qu'après, on va faire quelque chose de mieux. Donc, ici, donc, je reviens vers la table Users. Et je vais éditer ça. Et je vais lui dire, bon, ça, tiens, ça, c'est le mot de passe. Enregistré. Je fais la même chose ici, éditer. Alors, comme ici, phpMyAdmin ne me fournit pas donc ce bcrypt, donc je le fais comme ça. Et après, normalement, si tout va bien, ça devrait passer. Vous voyez, donc ça passe, il n'y a pas de problème. Alors ici, donc j'ai l'admin, il a le droit donc je suis admin. Vous n'êtes pas autorisé. Alors pourquoi? Pourquoi d'après vous? Alors je suis authentifié en tant qu'admin. 1, 2, 3, 4. Bon, il a bien, l'authentification, ça passe. Mais a priori, je n'ai pas le rôle, je n'ai pas les bons rôles. Alors en fait, ce qui est... Monsieur Les... Quoi? J'ai pas entendu. Exactement, c'est le préfixe. Très bien, très bien, très très bien. Alors c'est bien ça, parce que si vous vous rappelez dans notre interface, dans notre page template, nous avons utilisé ici un test sur les rôles. Vous savez, quand vous utilisez rôle, nous utilisons un préfixe. Alors par exemple ici, nous avons, c'est bien ça, template.
Alors, j'ai ici par exemple, si le rôle égale admin, voilà, ici, has role. Vous voyez donc notre rôle admin, mais ici nous avons utilisé role underscore admin. Donc ça veut dire qu'il va falloir informer dans notre configuration, ici, JDBC Authentication, on va lui dire role préfixe. Avant d'utiliser password encoder, en fait, de toute façon, vous pouvez le faire comme ça, role préfixe. Et c'est quoi le préfixe? C'est role underscore. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui demande à chaque fois que tu charges un rôle à partir de la base de données, au niveau du contexte d'authentification, au niveau de la session, tu vas toujours ajouter role underscore. Alors ça c'est le problème qui est posé, qui nous a empêché en fait de faire fonctionner notre application. Alors ici donc je vais faire donc à nouveau, donc je vais m'authentifier, admin. Alors cette fois-ci, bon, tout va bien, donc je suis bien authentifié, je suis admin, je peux ajouter, etc. Alors maintenant l'avantage c'est quoi? C'est que je peux aller vers la base de données, j'ajoute un nouveau utilisateur, par exemple user2. Le mot de passe, je vais utiliser le même mot de passe, haché, active 1, et je vais lui attribuer des rôles. Ben, je vais dire par exemple ici, cet utilisateur, user1, user2. J'ai ajouté user1 ou user2? User2. Alors je vais lui attribuer. Voilà, je lui attribue par exemple le rôle admin. Alors après, si je reviens à l'application, je vais à nouveau m'authentifier, logout, avec user2, le mot de passe c'est toujours 1, 2, 3, 4. Je suis authentifié. Alors je peux bien, vous voyez donc, alors là il y a un petit souci, pourquoi? C'est un peu bizarre. Oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, par contre, je lui attribue un seul rôle, c'est admin. Il n'a pas de rôle user. Vous savez que donc ici, pour pouvoir accéder à la liste des patients, je devrais avoir le rôle user. Donc je suis admin, mais je ne suis pas user. Donc je peux ajouter des patients, mais je ne peux pas consulter. C'est un peu bizarre. Donc ça veut dire que ici, dans mon cas ici, donc je vais devoir insérer je vais ajouter un autre rôle, user2, je vais lui dire également c'est un user. Et comme ça, donc si je me déconnecte, et si je me reconnecte avec user2, vous voyez bien cette fois-ci, donc j'ai le droit de faire des opérations, je suis user et je suis admin. Et du coup, donc vous pouvez ajouter les utilisateurs, vous ajoutez les rôles, vous affectez les rôles aux utilisateurs, et vous aurez donc travaillé maintenant avec le modèle JDBC Authentication. Est-ce que c'est clair? C'est clair, là, cette partie? Oui, c'est clair. Voilà, très bien. Alors ça, c'est donc JDBC Authentication. Alors, JDBC Authentication, ça peut être utile dans le cas où vous avez, par exemple, une application qui existe déjà et qui permet de gérer les utilisateurs. Et vous avez déjà une base de données qui contient les utilisateurs et les rôles. Et après, vous voulez créer une autre application basée sur Spring Security qui va utiliser les mêmes utilisateurs que vous disposez dans la base de données. Alors, dans ce cas-là, ça peut être utile d'utiliser JDBC Authentication. Mais d'une manière générale, oui. Mais d'une manière générale, en fait, c'est pas suffisant parce que si vous voulez vous-même gérer les utilisateurs et les rôles dans votre application, on va pas utiliser JDBC Authentication, mais on va utiliser en fait ce qu'on appelle User Detail Service. Donc autrement dit, on va essayer donc de faire notre propre implémentation
dans laquelle on va chercher les utilisateurs et les rôles. Mais avant de vous montrer ça, donc ça va être la dernière étape. Avant de vous montrer ça, on va d'abord changer notre formulaire d'authentification. Parce que jusqu'à présent, j'utilise toujours le formulaire ici de Spring Security, celui-là. Oui. Donc là, mais moi je veux utiliser mon propre formulaire dans ma propre interface, etc. Alors dans ce cas-là, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour personnaliser votre formulaire d'authentification, si vous vous rappelez, on revient vers HTTP form login. Et si vous faites rien, par défaut, il va utiliser son propre formulaire d'authentification. Si vous voulez spécifier votre page d'authentification, vous allez ajouter la méthode login page et après vous faites /login par exemple, comme ça. Ça signifie que dans mon contrôleur, par exemple, j'ai déjà créé ici, si vous vous rappelez, security controller. Donc je vais ajouter une méthode dans laquelle je vais lui dire, quand j'appelle /login, alors /login, donc oui. Alors je vais appeler login. Alors si vous voulez, pour pas avoir de confusion, par exemple, connect login.html. Je ne suis pas obligé de l'appeler login. Ici donc je mets /connect. C'est-à-dire que dès que l'utilisateur, donc Spring Security, quand il va faire l'authentification, ben, il va chercher une page dans /connect. /connect, ça va lui permettre de retourner une page login.html. Ben, et login.html, donc c'est une page que je vais créer ici, dans mon système. Alors maintenant, si vous voulez la créer dans la même page template, donc à nouveau, je vais faire copier-coller, CTRL-C, patient, CTRL-V. Bon, ça c'est juste pour faire vite. J'ai une même page que je vais appeler login.html. Alors, login.html, ben, je vais garder tout ça. Je garde ici, bon, ça c'est des choses que je supprime tout ça. Et comme j'ai utilisé la même page template, donc je vais utiliser donc div layout fragment. Alors le fragment s'appelle content, je sais pas comment l'appeler le fragment dans la page template. Ici la zone, le fragment c'est page content. Dans le fragment page content, je vais créer mon formulaire. Form, bah, je vais créer un div dans lequel je vais utiliser la classe carte, dans lequel je vais mettre un autre div avec la classe carte header. Donc ça c'est le titre authentication, authentification. Ici donc je vais mettre un autre div avec la classe card body, dans lequel je vais mettre mon formulaire d'authentification. Alors maintenant pour le formulaire, il doit respecter un certain nombre de choses. La première c'est TH action. Alors dans TH action, on va utiliser login. Comme ça. Alors c'est login, vous envoyez une méthode avec post, obligatoire. Donc quand vous envoyez un post vers login, Spring Security, il sait que vous voulez faire l'authentification. Alors ça c'est une affaire interne à Spring Security. Ici donc je vais utiliser un div dans lequel je vais créer un form group.
Alors, je vais avoir un label username. Je vais utiliser la classe control label. J'ai besoin d'un champ de texte, type texte, input, type égal à texte, name égale username. Il faut l'appeler username. Spring Security vous exige ça, il faut l'appeler comme ça, username. Et après, je vais faire la même chose pour le mot de passe. Donc, password. Il faut l'appeler password. Bon, ici, c'est le label. Je mets un P majuscule. Un U majuscule. Et après, vous avez besoin du bouton. Login. Alors là, je vais utiliser une classe btn primary, par exemple. Voilà. Et vous voyez donc, là, j'ai créé mon formulaire d'authentification. Je vais le centrer. Je voudrais qu'il soit dans un div. Classe égale row, container, par exemple. Dans lequel je vais encore ajouter un autre div. Classe égale à call md6. Je voudrais qu'il occupe que la moitié de l'écran, c'est-à-dire 6 colonnes. Et après, je prends mon card que j'ai ici, CTRL X, et je le mets ici. Je reteste. Alors là, donc c'est comme ça que vous venez de définir votre en fait formulaire d'authentification. On va regarder comment ça se passe. Alors, comment ça va se passer? Alors, si vous essayez de vous authentifier, alors déjà il vous dit bon, il y a un petit problème. Alors, ça veut dire qu'il faut voir s'il n'y a pas d'exception. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi le problème d'après vous? Alors, en fait, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée sur le problème? Alors, si vous tentez d'accéder, il vous dit... Hop. En fait, Spring Security, en fait, il ne vous autorise pas d'accéder à ça. Connect. Parce que d'après notre configuration, nous avons dit que toutes les requêtes nécessitent une authentification. Est-ce que vous voyez? Alors, si vous voulez autoriser, c'est-à-dire normalement pour accéder à Connect, au formulaire d'authentification, normalement, je n'ai pas besoin de m'authentifier, on est bien d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faudrait ajouter quelque chose comme HTTP authorize request int matchers. Vous pouvez utiliser /connect directement. Alors pour ne pas la reprendre, on a déjà utilisé ici /user/ etc. Vous ajoutez encore /connect. Alors si vous dites /connect /connect tout court comme ça, permit all, ça veut dire que je donne l'autorisation. Alors sinon, au lieu de l'appeler /connect, vous l'appelez souvent /login. De préférence. Pourquoi? Parce que dans Spring Security, /login, en fait, c'est par défaut, il est accessible. Alors, si je tente de me connecter maintenant, alors vous voyez bien, ça marche. Mais là, c'est un formulaire qui est un peu... qui est maigre.
Alors, mon Bootstrap n'a pas très bien marché. Alors, pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Ben, c'est le même problème. Parce que notre configuration de sécurité, en fait, on a ajouté ça. Add any request authenticated. Même la page, quand il demande le fichier Bootstrap, s'il demande Bootstrap pour lui, Template ne marche pas. vous voyez, donc, même si vous demandez Bootstrap, même si c'est une ressource statique, il nécessite une authentification. Mais on n'est pas déjà authentifié. Donc, ce qui fait que ici, pour les ressources statiques, il faudrait les autoriser. Alors, les ressources statiques, en principe, si vous voulez les autoriser, vous mettez slash ressources slash étoile étoile. Attends, voilà. Ressources. Je ne sais pas si ça va marcher. Parce qu'en fait, vous savez, Bootstrap, il se trouve où? C'est quoi l'URL de Bootstrap? Alors, si vous regardez la page template, l'URL de Bootstrap, c'est /webjar/bootstrap. Alors maintenant, il faudrait lui dire slash, tout ce qui est slash webjars, j'autorise. Alors ici, je vais faire ça. Ici, slash webjars, par exemple, permit all. Alors vous voyez, donc c'est le fait d'ajouter toutes les ressources nécessitent une authentification. Mais après, vous commencez à libérer ressource par ressource. Ça, c'est beaucoup mieux. Et comme ça, vous n'allez pas oublier, si vous voulez, des éléments particuliers. Alors, on va regarder à nouveau. Alors, vous voyez donc, ça a l'air de marcher. Parce qu'en fait, maintenant, mon formulaire d'authentification, Connect, qui utilise bien, c'est-à-dire, vous voyez ici, il y a bien la barre parce que j'ai utilisé la même page template. Mais ici, donc, je vais tenter de m'authentifier. Alors, si je mets user 1, le mot de passe 1, 2, 3, 4, hop, je suis authentifié. Est-ce que je suis authentifié? Non. User 1, 1, 2, 3, 4, ça marche pas. Alors, on va regarder donc les outils de développement. Network. Admin. 1, 2, 3, 4. Alors ici, donc, quand on envoie admin, vous avez ici connect. Donc ça, c'est bon. On envoie ça. C'est un post. On fait un post vers /login. Plutôt connect. Bon, alors ce que je vous propose, c'est ici on va utiliser login pour ne pas changer les autres. Ici je vais utiliser /login. Bon, normalement c'est ce que je fais d'habitude, mais il faut toujours changer pour découvrir des petits problèmes. Alors en principe, j'accède là, je m'authentifie. User 1, 1, 2, 3, 4. Je suis authentifié effectivement. Et là, je peux accéder. Alors, le problème de tout à l'heure, c'était... Alors, si je remets... en fait, si je la remets maintenant, ça devrait marcher. Parce qu'en fait, Alors, je reprends. Ah. Ouais, donc ça, c'est le problème de tout à l'heure. Je n'ai plus le droit. Donc ici, il va falloir faire / ici, quoi.
connect login. Donc vous voyez bien, donc nous n'avons aucun problème dans le formulaire, mais plutôt nous avons le problème des autorisations ici. Voilà. Là j'ai le droit. User 1. Alors je suis authentifié, il n'y a pas de problème ici. Alors je vais me déconnecter, logout. Hop. Alors vous voyez donc maintenant logout. Je n'ai pas de logout. Ben, c'est normal parce qu'en fait ici donc sur logout, je dois également définir une action logout. Alors pour faire un logout dans notre contrôleur, vous ajoutez encore /logout. Logout. Alors pour faire logout, si vous voulez fermer la session, on peut utiliser donc l'objet HTTP. Vous pouvez toujours injecter l'objet HTTP servlet request. HTTP servlet request. Alors pour fermer la session avec l'objet request, vous pouvez utiliser request.logout tout simplement. Est-ce que vous êtes là? Throw servlet exception. Et après, une fois qu'on fait un logout, on ferme la session, on va se rediriger vers, on va faire redirect. Je fais un redirect de ./login. Et voilà. Alors ici donc je fais ça, je m'authentifie. Bon là je passe par l'authentification, user 1, 1, 2, 3, 4, je me suis authentifié. Pour faire un logout, je fais logout, hop. Vous voyez donc là je ferme la session et je suis redirigé vers login. Je suis admin, 1, 2, 3, 4. Je fais ça et ça passe, il n'y a pas de problème. Je peux ajouter, je peux faire des opérations. Alors ça c'est pour le formulaire d'authentification. Alors après au niveau design, bon on a juste à ajouter quelque chose pour dans ma page ici. Je vais utiliser peut-être on va utiliser un container margin top par exemple 5 ou 10. Bon, c'est juste pour faire un petit margin en haut et ça passe. Vous voyez donc en principe vous n'avez pas raté beaucoup de choses. Alors ici donc j'ai ça. Alors ici ça n'a pas marché. Alors pourquoi j'ai ça? Alors par rapport margin top mt. Oui. Alors j'ai ici classe container margin top. Pourquoi ça n'a pas marché margin top? La valeur maximale c'est 5, c'est pas 10. Ah c'est 5, d'accord, merci. Ouais. Merci. Alors parce que en fait ça c'est pas des pixels, hein. Donc ça c'est voilà, donc 5. Alors ici donc après si vous voulez décaler au centre votre formulaire, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez call MD5 et vous utilisez call offset offset, je vais décaler de 3. C'est mal écrit. Call Offset, Redémarrer le serveur. comment? Offset 1, 2, 3. Non. Offset 1, 2, 3? C'est call MD. Offset 3. D'accord, call MD, MD. mais c'est ça. Call MD offset 3, tout à fait.
Bon, j'ai besoin de votre coup de main. Ça marche pas. Alors, call. Offset MD3. Ah, offset MD3. Call. Ah, d'accord, c'est ça. Offset MD3. Et offset MD3. J'ai complètement oublié. Tout à fait. Je fais un offset pour, voilà, c'est pour centrer. Donc, je décale de 3. Donc, comme il y a 12 colonnes, j'ai 3 à décaler de droite. J'ai 6 plus 3, ça fait 12. Voilà. Alors, après, vous arrangez ça. Il reste juste un petit problème. C'est que quand, par exemple, vous saisissez un utilisateur qui n'existe pas, là, il revient en formulaire, mais il ne vous affiche aucun message. Alors, il n'y a pas de, il y a pas de message. Alors, si vous voulez afficher un message, sachant que s'il y a un problème d'authentification, il revient vers login error, point d'interrogation error. Donc ici, on va juste dire que quand il y a error, on va afficher problème, c'est-à-dire d'authentification au BAT credentials ou des choses comme ça. Alors ça, j'ai dans le support, je crois, quelque chose comme ça. Alors, HTTP logout, TH logout, donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, layout. Donc là, j'ai plus ça. C'est TH-if, je pense. TH-if error, request if Param.error. param error. Param error. Ouais, je ne me rappelle pas. Alors, ici, donc, vous allez dans votre formulaire de login. Vous allez ajouter ici, sur la partie, par exemple, Vali. Ici, avant le formulaire, on va utiliser un span ou bien un div. TH if. TH if. Égal à quoi? Alors, donc, on va utiliser $, n'est-ce pas? Oui, dollar. Dollar and underscore. C'est params. Le param. Sans F. Param.error. Alors ici, s'il y a le paramètre erreur dans en fait, erreur dans les paramètres, donc je vais afficher le message bad credentials, par exemple. On va regarder. Ouais, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors ici, je vais l'écrire en rouge avec classe text danger. Et en même temps, on va ce qu'on va faire. Puisqu'il il est mal positionné, donc je vais le faire un margin, plutôt padding, classe allez, margin 5 partout. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Donc je me déconnecte. Alors si là il n'y a pas de problème, je tente de me connecter avec un utilisateur, un mot de passe qui n'est pas bon. Alors je vois ici, donc je vois le message bad credentials. Alors peut-être 5 c'est beaucoup. Je vais utiliser juste alors mt margin. Non, ça c'est bon. Il n'y a pas de problème, c'est ici. Ici, c'est M1. Alors ici, donc, remarquez bien, ici, bon, th params.error, ça veut dire que vous testez si le paramètre URL, s'il y a un paramètre qui s'appelle error, et bien tout simplement, j'affiche ce message-là. Voilà. Alors ici, donc, je m'authentifie, je me déconnecte. Alors si je tape un utilisateur qui n'existe pas,
Alors ça existe. Un utilisateur qui n'existe pas, avec un mot de passe qui n'est pas bon. Ah déjà, password, il faut qu'on change. Hein. On est bien d'accord. Si vous avez bad credentials, c'est un petit problème. Alors ici, le mot de passe, c'est pas texte, c'est password. Voilà. Alors il faut pas l'oublier, parce que sinon, c'est pas bon. Alors voilà, donc nous avons fait le tour sur la partie donc chez DBC Authentication. Alors admin 1, 2, 3, 4. Et là je suis authentifié, donc il n'y a pas de problème ici.